Alors, évidemment, je suis devant une impossibilité, c'est de présenter les archives centrales de la marine d'Ancien Régime en 20 minutes. Je ne vais évidemment pas entrer dans le détail des séries, des sous-séries, des fonds et des sous-fonds, d'autant que ce travail a déjà été effectué en 1898 dans un excellent volume dont je vais vous présenter la page de titre. C'est le célèbre volume de Didier Neuville, qui est actuellement en ligne sur le site des Archives nationales. Et vous disposez également d'un guide rédigé par un de mes prédécesseurs, l'inspecteur général Étienne Taimit. Alors, mon intervention, elle va comprendre trois courtes parties. Dans la première, je vais plutôt que d'entrer dans le détail des séries, revenir sur l'économie générale des archives centrales de la marine d'Ancien Régime. Ensuite, je parlerai de leur typologie en relation avec la question des gens de mer qui nous occupe aujourd'hui. Et puis, dans un dernier temps, j'évoquerai les grands chantiers en cours aux archives centrales de la marine d'Ancien Régime qui peuvent intéresser l'assistance d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut revenir sur l'économie générale de ce fonds parce qu'il il résulte d'une triple anomalie. La première anomalie, auquel nous sommes tous habitués, nous y sommes tellement habitués que nous ne la voyons plus, c'est que les archives de la défense et des affaires étrangères ne sont pas, comme vous le savez, une partie des archives nationales. C'est-à-dire que nos archives nationales sont des archives partiellement nationales, puisque ce que dans le langage soviétique on appelle les ministères de force, c'est-à-dire guerre et affaires étrangères, ont toujours réussi à conserver leur indépendance. Et donc, ce qui fait qu'à côté des archives nationales, vous avez, comme vous le savez, un service historique de la défense avec son échelon central à Vincennes, et puis une direction des archives diplomatiques à la Courneuve. Et puis, alors, la deuxième anomalie, c'est qu'en 1899, pardon, un ministre de la Marine a eu l'idée assez saugrenue de reverser aux archives nationales le fonds ancien des archives de son ministère. C'est-à-dire toutes les archives antérieures à 1870 sont alors parties aux archives nationales. Et puis, troisième anomalie, l'anomalie dans l'anomalie de l'anomalie, eh bien, à la fin du XXe siècle, mouvement inverse, les archives nationales restituent au service historique de la défense les archives entre la Révolution et 1870. Ce qui fait qu'à présent, on conserve aux archives nationales le fonds antérieur à la Révolution et après la Révolution, on arrive à Vincennes. Alors, vous imaginez bien que tous ces mouvements browniens des fonds n'ont pas été excellents pour la cohérence de l'ensemble, ni pour les travaux d'inventaire, et que, en fait, on y retrouve assez difficilement ces petits. D'autant qu'on se retrouve dans une situation de concurrence, puisqu'aussi bien le service historique de la défense que les archives nationales sont susceptibles d'acquérir des, des, des documents qui pourraient passer en vente. Et on a évoqué dans les contributions précédentes que de temps en temps, il passe des documents publics en vente qui tantôt sont rachetés par les services d'archives, tantôt sont revendiqués. C'est-à-dire que comme ils sont de nature publique, ils sont censés revenir à l'État. Alors, pour l'historien, tout ça fait que, en fait, il ne faut jamais se fier entièrement à la logique institutionnelle de l'histoire des fonds, mais toujours, comme l'a dit le professeur Buty avant moi, picorer. C'est-à-dire, il faut picorer. Si je prends les archives d'Ancien Régime, de la Marine, on peut en trouver aux archives nationales, mais évidemment aussi à Vincennes, d'ailleurs aussi bien dans les archives de Vincennes qu'à la bibliothèque, euh, archives du côté des fonds privés, puisqu'on continue à acquérir, à revendiquer. Si je prends le cas des journaux de bord qui peuvent passer en vente publique, quand ils sont revendiqués par les archives de la défense et pas par les archives nationales. Vous pouvez aussi trouver des archives de la marine dispersées à la faveur notamment de partages un peu étranges. Alors, la caricature absolue, ce sont les archives du service hydrographique de la marine qui sont dispersées maintenant entre 5 institutions différentes: Bibliothèque nationale, Archives nationales, Service historique de la défense et aussi, je crois, Bibliothèque de l'Assemblée nationale, et j'en oublie encore. Pour compliquer davantage ce tableau, qu'il est déjà
pas mal. Il ne faut pas oublier qu'aux archives nationales, en dehors des archives du département de la Marine, qui se constituent à peu près avec Colbert, on l'a déjà dit, eh bien, il y a les archives du siège de l'amirauté, donc une juridiction, qui était la juridiction d'appel des amirautés locales. Et puis, nous avons le minutier central des notaires, où on va retrouver des actes intéressants des marins, de même que ceux qui ont été évoqués par le professeur Buty pour Martigues dans des minutiers du Midi. Donc voilà cette situation d'archives relativement balkanisée, mais situation auquel nous sommes finalement tous habitués. Je pense que ce qui est important, c'est de rappeler aux étudiants qu'eux aussi doivent butiner, picorer à travers les différents fonds. J'en viens à la deuxième partie de mon intervention, c'est ce qui, dans les archives conservées à Paris, peut intéresser les gens de mer. Alors, là aussi, il faut partir d'une idée maîtresse. L'idée maîtresse, c'est que la France est un pays très anciennement centralisé et que tout matière, tout dossier, toute question, même d'importance infime, a tendance à remonter vers le centre pour y être tranché et décidé. Et donc, dans les archives du département de la Marine à Paris, eh bien, vous avez toutes sortes de sujets très minutieux, même depuis l'époque Colbert, et on peut trouver des informations concernant des marins dans les archives centrales assez tôt en époque. Alors, la tendance va croissant plus on avance dans le temps. J'ai récemment inventorié des archives, des registres de correspondance du port du Havre avec le ministre de la Marine à la fin de l'Ancien Régime, tout ce qui est changement de quartier, pension à des veuves, enfin, toutes les questions de gestion de personnel, même des marins, remontent au ministère et on a les noms des intéressés dans la correspondance ministérielle. Cette propension à tout faire remonter vers le centre, à tout décider à Paris ou à Versailles, elle joue aussi sur les documents, puisqu'il y a des documents qui, dans la logique, voudraient qu'ils fussent conservés dans les ports, qui sont en fait remontés à Paris. Je pense notamment à notre collection de journaux de bord, qui en bonne logique devraient être dans les ports. Alors, les renseignements d'ordre individuel, on va donc les trouver dans les dossiers d'officiers, qui sont en fait des dossiers factices pour le XVIIIe siècle, mais on va la trouver également dans les rôles d'équipage et dans toutes les correspondances, dans tous les documents, on aura des renseignements d'ordre individuel, et pas seulement pour les élites, ni pour le commandement, ni pour les officiers, mais aussi pour les marins. Alors, là aussi, il faut que je refasse allusion à des archives qui me semblent moins exploitées que celles du département de la Marine proprement dite, c'est celle du siège général de l'amirauté, et puis le minutier central, puisque vous avez énormément d'officiers de marine dont les actes notariés ont été instrumentés à Paris. Il me reste à vous parler dans un troisième et dernier temps des travaux en cours. Alors j'ai beaucoup de chance puisque je ne suis pas seul à travailler sur ces archives de la Marine au sein des archives nationales, puisque mes deux prédécesseurs ne sont que facticement retraités et continuent à œuvrer à mes côtés pour exploiter les fonds, à savoir Philippe Enrat, qui est mon antéprédécesseur, et Brigitte Schmauch. Donc nous sommes trois permanents ou semi-permanents, et puis nous avons régulièrement des stagiaires et différents chercheurs qui viennent nous aider pour ces inventaires. Alors, il y a trois grandes lignes d'effort. C'est d'une part trois grandes directions d'effort. D'abord, il y a la mise sur Internet des instruments de recherche existants, des inventaires imprimés ou encore dactylographiés. Dans un second temps, il y a la rédaction de nouveaux inventaires. Et puis enfin, il y a la mise en ligne de fonds entiers. Et c'est vers ça que tend l'avenir. Alors, la mise en ligne des instruments de recherche, elle se fait sur ce qu'on appelle la salle des inventaires virtuels des archives nationales, que vous avez dû déjà beaucoup pratiquer. Et nous en sommes au stade où on va bientôt avoir, courant 2023, on aura à peu près mis en ligne l'ensemble des inventaires imprimés. Alors, pour les connaisseurs, ça n'est pas une nouveauté, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va aussi y ajouter l'ensemble des inventaires dactylographiés. Or, souvent, ces inventaires dactylographiés étaient plus ou moins disponibles en salle de lecture,
plus ou moins vus par les chercheurs, plus ou moins ignorés. Typiquement, l'inventaire de la correspondance du port du Havre avec le ministre de la Marine, qui avait un inventaire dactylographié, je ne suis pas sûr que tout le monde en ait eu connaissance. Et donc, début 2023, ce que vous allez avoir en ligne, c'est notamment les inventaires de correspondance ministérielle, imprimés depuis longtemps, mais là, qui vont être versés dans ce qu'on appelle la salle des inventaires virtuels sous une forme dématérialisée. Ça ne sera pas de simple numérisation des pages imprimées. Je pense qu'en 2024, on sera arrivé à peu près à la fin de la mise en ligne de tous les instruments de recherche réalisés au sein de nos archives depuis 2 siècles. Il restera à s'occuper des instruments de recherche écrits à la main, et nous sommes en train d'expérimenter des systèmes de reconnaissance de caractères pour pouvoir, là aussi, rétroconvertir des vieux fichiers manuscrits dont parfois certains remontent au XVIIIe siècle. Alors, du côté des nouveaux instruments de recherche, notre situation est assez particulière puisque tout le fond est décrit, mais succinctement décrit. Donc maintenant, il faut passer du stade de ce qu'on appelle le répertoire numérique en jargon archivistique, c'est-à-dire un inventaire au carton ou au dossier ou au registre, à ce qu'on appelle un inventaire analytique, c'est-à-dire pièce à pièce, document par document. Alors, Philippe Henrat, un de tes prédécesseurs, lui, en ce moment, fait ce travail pour la correspondance intéressant les galères. Donc, petit à petit, le règne de Louis XIV défile jour après jour, et d'ici quelques mois ou années, vous aurez toute la correspondance des galères du règne de Louis XIV, pièce à pièce, décrite et mise en ligne. Brigitte Schmoch, elle, s'attaque au dossier individuel d'officier. Elle en a mis en ligne un certain nombre déjà et continue ce travail. Dès que j'ai des stagiaires disponibles, je les mets sur des portions de fond avec une teneur particulièrement riche en informations pour faire des inventaires analytiques. Alors, je vais prendre un exemple précis. Il y avait un garde des archives au milieu du XVIIIe siècle qui s'appelait Lafilard. Ce Lafilard a rédigé de très nombreux mémoires sur l'histoire des bureaux de la marine et du haut commandement de la marine, remplis de renseignements individuels de première main, puisqu'il avait les archives à sa disposition. Eh bien, j'ai fait rédiger un inventaire analytique de ces mémoires de Lafilard, qui sont bourrés d'informations inédites sur notamment les bureaux de la marine des XVIIe et XVIIIe siècles. Et c'est ainsi, par petites touches, que nous allons avancer vers des inventaires plus précis et plus utiles pour les chercheurs. Alors, il faut apporter tout de suite un bémol, c'est que la salle des inventaires virtuels des Archives nationales, dans son état actuel, n'est pas d'une commodité d'usage très, très convaincante, et il faudra sans doute passer par une révision des logiciels pour que tout ce qu'on verse dedans soit facilement accessible, c'est-à-dire qu'en tapant dans un moteur de recherche, aussitôt les informations nous arrivent. Mais enfin, les informations seront là. Et puis en dernier lieu, eh bien, il y a la numérisation de fonds entiers, puisque l'avenir, évidemment, c'est d'éviter que les chercheurs soient obligés de prendre des TGV à tout propos pour venir consulter les documents. Alors, la difficulté, c'est que des opérations de numérisation sont très minutieuses, puisque pour numériser un fonds, en fait, il faut quasiment l'inventorier pièce à pièce. Et puis l'autre, comme vous savez, c'est qu'en fait, on consomme beaucoup d'énergie à stocker de l'information en ligne de cette nature. Un exemple que je peux vous donner d'un fonds entier en cours de numérisation, c'est les archives de l'expédition d'Entrecasteaux. Donc cette expédition qui a fait le tour du monde entre 1791 et 1794. Nous sommes en pourparlers avec les autorités australiennes pour la numérisation de ce fonds, la transcription des documents relatifs à la visite des Français en Tasmanie, parce que c'est la première fois que des Européens ont rencontré des Tasmaniens, et la mise en ligne de ce fonds numérisé, des transcriptions et des traductions en anglais, parce que c'est un public anglophone qui va
particulièrement s'intéresser à ce fonds, et tout ça dans un horizon 2024-2025. Ça constitue environ 40 cartons et registres, et plusieurs dizaines de milliers de pièces. On a compté qu'il y avait environ 30 000 pages de documents à numériser. Évidemment, il y a une intention politique dans ce projet. C'est comme vous savez, la France souhaitait vendre des sous-marins à l'Australie et cette opération a été traversée par nos concurrents américains et anglais. Le gouvernement a changé en Australie et du coup, l'affaire des sous-marins revient à l'ordre du jour et la diplomatie culturelle donc de l'expédition d'Entrecasteaux vient au secours de la vente des sous-marins. Donc, c'est vers la numérisation de fonds entiers que nous nous portons et j'espère que ça permettra à l'étude des gens de mer de prospérer sans forcément qu'il y ait de longs trajets à faire entre Paris et les ports. Merci de votre attention.